maintenant on va continuer. Ces questions-là, vous pouvez les aborder de différentes façons. Vous pouvez les aborder à partir de la psychologie, à partir de la philosophie, de la métaphysique, de la sociologie, de la théologie. Il y a un certain nombre de disciplines qui vous permettent d'explorer ces questions existentielles. Ces questions-là, vous les entendez certainement très souvent en tant que psychothérapeute. Directement ou indirectement, ça arrive tout le temps, ces questions-là. Et en tant que psychothérapeute, comment vous les traitez, ces questions-là? À partir de quoi? De quel lieu de vous? De quelles expériences de vie? De quelles connaissances cliniques et théoriques vous écoutez ça? Moi, je peux vous dire que pendant longtemps, ces questions-là, je les ai écoutées à partir de mes connaissances de psychologue clinicien et de mes connaissances de psychothérapeute. Je les ai aussi écoutées quelquefois à partir de la psychopathologie. Donc, je les ai écoutées à partir de mes points de repère théorico-cliniques qui me venaient d'abord de la psychanalyse, ensuite de la gestalt-thérapie et puis de différents types d'approches corporelles. Donc, j'écoutais ça comme un bon psychologue écoute la personne qui est en face, avec empathie, avec intérêt, et en même temps avec une idée qui était, bon, cette personne-là, si elle vient en thérapie, c'est qu'il y a un problème, il y a une névrose, il y a quelque chose à travailler, il y a un nœud dans l'existence. Donc, mon travail consiste à accompagner et écouter pour que ce nœud de l'existence, ce questionnement s'apaise et disparaisse et que la personne aille mieux après la thérapie. J'étais beaucoup dans cette philosophie-là. C'est aussi ce que j'ai transmis en tant que psychothérapeute formateur pendant un certain nombre d'années. Je m'appuyais à l'époque sur un mot que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup, ce qu'on appelle en psychologie et en psychothérapie le caractère. Mais le caractère au sens de William Reich. Vous savez, William Reich, thérapie corporelle, analyse bioénergétique, etc. Caractère, c'est intéressant comme notion. Parce que une définition possible du caractère, c'est le caractère que j'ai, c'est qui je suis. C'est mon identité, c'est comment je me suis construit dans ma vie, dans mon histoire personnelle, à partir de mon histoire familiale, à partir des traumatismes, grands ou petits, que j'ai pu rencontrer dans ma vie, à partir de mes angoisses, à partir de mes peurs. Comment je me suis construit physiquement, psychiquement, psychologiquement. Et dans cette notion de caractère, il y a une idée qui est vraiment intéressante, c'est la notion de survie. Pour survivre dans notre existence, dans les moments d'angoisse, dans les moments difficiles, dans les moments où la vie affective était en détresse, eh bien tous, nous nous sommes construits ce que certains appellent une carapace. Nous nous sommes construits ce que d'autres appellent un masque. Nous nous sommes construits quelque chose pour survivre, et parce que nous en avions besoin à ce moment-là de notre histoire pour nous développer et pour continuer à vivre malgré tout. Ça, c'est ce que certains appellent le caractère. Certains vont jusqu'à dire, je suis d'accord avec, que c'est vraiment inscrit dans notre morphologie psychologique. D'autres vont appeler ça les scénarios de vie, d'autres vont appeler ça les gestaltes inachevées. Selon les courants de pensée, vous avez différentes façons de nommer la chose. Et ça, c'est OK, ça fait partie de notre travail de psychothérapeute. Sauf que, quand on me branche sur c'est quoi ta tradition,
Et si tu n'es pas connecté à une tradition spirituelle, il te manque quelque chose. Et c'est là où je me suis rendu compte que, effectivement, ça, c'était peut-être le début du processus psychothérapeutique, mais que peut-être il y avait autre chose d'intéressant que je devais moi-même contacter pour ensuite pouvoir prendre appui dessus en tant que psychothérapeute. Alors, quand on parle de psychothérapie et de spiritualité, actuellement, dans l'histoire des psychothérapies, on parle beaucoup de la psychothérapie transpersonnelle, qui la psychothérapie essaye de faire des ponts entre la psychothérapie classique et la dimension spirituelle. Moi, je suis toujours très intéressé par l'histoire des psychanalyses et des psychothérapies. Je ne sais pas si vous avez observé quelque chose, mais ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années et qui s'amplifie au début du XXIe siècle, c'est l'arrivée massive du concept de conscience dans le monde du développement personnel et dans le monde des psychothérapies. Alors moi qui voyage beaucoup dans beaucoup de pays d'Amérique latine, qui eux sont très branchés avec ce qui se passe en Amérique du Nord, je suis tenu au courant de l'évolution d'un certain nombre de psychothérapies et de pratiques. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur cette idée de la conscience et de cette idée de comment utiliser le être dans la conscience de dans le processus psychothérapeutique. Moi, je suis gestalt thérapeute. Et ce qui a fait que je suis resté gestalt thérapeute alors que j'aurais pu revenir à la psychanalyse, c'est justement la notion de conscience et le travail d'accompagnement du patient à partir de la conscience. En même temps que tu me racontes ça, laisse-toi sentir ce qui se passe pour toi. Laisse-toi sentir ton corps, ta respiration, ton émotion. Entre dans la dimension sensorielle, corporelle, en relation avec moi. La gestalthérapie que j'ai apprise autrefois en Amérique du Nord était vraiment branchée là-dessus. Il n'y avait pas juste ça, mais c'était vraiment une découverte pour moi qui sortait de la psychanalyse. Une découverte que, ah oui, le corps existait, la respiration existait, la relation en direct avec un thérapeute existait, et on pouvait prendre appui là-dessus pour accompagner le processus thérapeutique. Peirce, qui a créé la gestalthérapie dans les années 1950, parlait de la thérapie de la concentration. Qu'est-ce que c'est que la thérapie de la concentration? C'est tout simplement, comme on le fait dans un certain nombre de méditations, se centrer sur son expérience corporelle, sensorielle, émotionnelle, ici et maintenant, au fur et à mesure qu'elle se déroule. Donc la gestalthérapie a été pionnière dans l'utilisation de être de la conscience de l'expérience immédiate en même temps qu'elle se passe, y compris dans le processus thérapeutique. Alors, actuellement, depuis un certain nombre d'années, on parle beaucoup de mindfulness. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mindfulness? En tout cas, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur actuellement, dans tous les pays d'Europe ou d'Amérique latine où je vais travailler. C'est une explosion de mindfulness. Qu'est-ce que c'est que mindfulness? Bon, je suis allé voir, moi, je suis allé faire le processus qui est proposé pendant 8 semaines. Je voulais me rendre compte de ce que c'était que cette approche-là, dont on parle tant actuellement, et puis qui est présentée comme une grande approche pour traiter la dépression, la psychose, en tout cas beaucoup de problèmes. C'est tout simplement ce que moi j'ai appris et pratiqué dans la méditation tibétaine, et c'est la thérapie de la concentration. Être là, ici et maintenant, dans la conscience de son expérience immédiate, c'est ce que vous faites. Si vous faites du yoga, si vous faites de la méditation, c'est toujours plus ou moins le même discours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences sont en train de démontrer qu'effectivement, la méditation et mindfulness aurait un impact sur le cerveau et que ça peut
créer de nouveaux circuits neuronaux ou ouvrir des circuits neuronaux qui sont fermés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on commence à avoir des preuves scientifiques de l'intérêt de cette chose-là. Alors, méditation. La méditation, vous vous rendez compte qu'on parle de Mathieu Ricard, de Christophe André, Jacques Vigne et beaucoup d'autres. Il y a actuellement une arrivée massive des pratiques méditatives dans beaucoup d'endroits dans le monde. À tel point que maintenant, la méditation est enseignée dans certaines universités. Il y a des diplômes de méditation dans certaines universités européennes, d'Amérique latine bien sûr, et il y en a même une en France, à Strasbourg. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais que la méditation, qui est rentrée dans les hôpitaux, en psychiatrie, dans beaucoup d'endroits, la méditation a un impact très important actuellement sur les sciences humaines. Si on continue dans cette lignée-là, vous avez aussi l'arrivée du chamanisme, l'arrivée massive du chamanisme, on va dire depuis les années, plus ou moins les années 2000, c'était déjà là avant, hein, mais il y a vraiment un intérêt de plus en plus important pour cette forme de thérapie qui prend en considération l'être humain dans sa globalité, qui est une thérapie holistique, hein, et qui est ouverte justement aux états de conscience modifiés, qui est ouverte à ce qu'on appelle l'invisible et à la rencontre avec l'invisible. Toujours dans le même ordre d'idées, il y a eu l'arrivée des philosophies et des pratiques tantriques dans les années 1980 en France, notamment avec Margot Anand, qui a été une grande dame de ça en France et dans le monde, et qui a formé beaucoup de psychologues et de psychothérapeutes pour leur enseigner qu'on pouvait faire une thérapie sur la sexualité, sur la sexualité en tant que source d'énergie et source de spiritualité. Alors pourquoi je vous nomme tout ça? Pour vous dire que la psychothérapie est en train de changer énormément. Elle évolue très vite. Et cette évolution va de plus en plus dans le sens de la rencontre entre le psychologique classique, le psychothérapeutique classique, et puis d'autres approches qui sont centrées sur la conscience et sur les états de conscience élargie. Quand on regarde la place de la conscience dans l'histoire des psychanalyses et des psychothérapies, c'est intéressant de voir l'évolution. Avec les différents types de psychanalyse, on était dans la question de la conscience à partir du concept d'inconscient et à partir de tout un travail et de toute une méthodologie de travail pour faire émerger dans le champ de la conscience des fragments de l'inconscient. Voilà, un paradigme, une vision de l'être humain, une vision de la psychothérapie. Ensuite, avec l'arrivée de la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie humaniste, en France, malheureusement, le problème, c'est que la psychologie il n'y a pas eu ce courant, très peu de psychologie humaniste, alors qu'il est très répandu dans le monde entier, et le courant de la psychologie humaniste a été, je pourrais dire, prohibé en France, parce que c'était vu comme New Age, ou comme du charlatanisme, ou comme secte. Ce qui est très dommage, parce que la psychologie humaniste a commencé à apporter un autre paradigme et une autre représentation de l'être humain, et donc une autre représentation du travail psychothérapeutique. Dans le paradigme humaniste, le corps a pris beaucoup d'importance, la relation a pris beaucoup d'importance, la créativité. Et dans ce paradigme-là, notamment avec la gestalt-thérapie, on a introduit cette idée de être là, ici et maintenant, dans la conscience de ce qui se passe. On ne cherchait pas l'inconscient, comme on le faisait en psychanalyse. Hein. Ce qui nous intéressait, c'était ouvrir le champ de la conscience immédiate, à partir de ce qui se passe ici et maintenant, dans la relation avec l'autre, avec le thérapeute, ce qui se passe ici et maintenant dans la vie quotidienne, avec un certain nombre de personnes de notre histoire. Développer, comme on le fait dans la méditation, cette capacité à entrer dans la conscience de notre expérience. Et quand on travaille comme ça, moi j'ai beaucoup travaillé comme ça, centre-toi sur toi, sur ton expérience. Et moi, thérapeute, je me centre aussi sur moi et sur notre relation
avec toi, en même temps que toi. À un moment donné, ça élargit notre champ de conscience habituel. Habituel, je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà, le champ de conscience ordinaire, il est comme ça. Donc vous captez ce qu'il y a dans ces limites-là. Vous respirez, vous entrez dans la conscience de votre corps, vous méditez, vous priez, vous chantez, vous faites des sons, des mantras, peu importe. Votre niveau de conscience s'élargit. Et à ce moment-là, quand votre niveau de conscience s'élargit, vous captez ce qu'il y a dans ces limites-là. Et puis, si vous continuez avec un certain nombre de pratiques qui existent dans les thérapies du monde, si vous continuez avec certaines pratiques ou techniques qui vont ouvrir encore plus le champ de la conscience, votre champ de conscience, il devient comme ça. Vous êtes dans un champ de conscience complètement modifié, élargi. Et là, à ce moment-là, vous captez encore plus ou différemment, parce que votre champ de conscience, il s'est élargi. C'est vraiment intéressant de voir cette évolution du concept de conscience. Et quand on est là, dans un champ de conscience très élargi, ça nous ramène à l'inconscient au sens de Freud et de Jung. Parce que quand on est là, dans ce champ de conscience très élargi, ça j'en ai une vaste expérience, forcément, ça vient réveiller des zones d'ombre, ça vient réveiller des choses qui jusque-là étaient restées dans l'inconscient ou dans le refoulement. Donc, les états de conscience élargis viennent se mettre au service de l'inconscient au sens de Jung et de Freud. Et l'espace intermédiaire, la conscience ordinaire, c'est vraiment aussi intéressant, parce que c'est la posture méditative, être là, ici et maintenant, dans la conscience de ce qui se passe immédiatement, c'est intermédiaire entre la notion d'inconscience en psychanalytique du terme et la notion de conscience élargie au sens chamanique, par exemple. Donc, la posture méditative ou la méditation dans le champ de la psychothérapie fait le lien entre les deux autres modalités. Je vous dis ça parce que ces trois modalités de conscience, ce ne sont pas trois modalités de conscience séparées. Elles s'articulent de l'une à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Et là, on rentre dans une vision holistique. On a beaucoup parlé dans les thérapies humanistes, en gestalt-thérapie aussi. On dit voilà, la gestalt-thérapie est une thérapie holistique. Qui, bon, c'est holistique, elle est supposée prendre en considération l'être humain dans toutes ses facettes, dans sa globalité. Alors ici, elle est holistique, donc elle va aussi s'intéresser aux différents états de conscience, de l'inconscient freudien aux états de conscience élargis. Et puis, si vraiment elle est holistique, elle va aussi s'intéresser à la dimension spirituelle de l'être humain. Et ça, c'est un autre problème, un autre champ de réflexion, parce que ce que je constate, c'est que beaucoup de thérapies qui se disent holistiques n'intègrent pas forcément dans leur théorisation et dans leur pratique cette vision-là que, ben oui, nous sommes des êtres humains, et si nous sommes des êtres humains, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous, beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse, qu'on a du mal à nommer, mais qui pourtant fait partie de nous. Donc la psychothérapie transpersonnelle s'intéresse à tout ça, et non seulement elle s'intéresse à tout ça, mais c'est sa définition. Alors, je laisse juste un petit moment de silence pour vous laisser avec tout ça, et puis voir comment ça résonne en vous.